Nous sommes à Paris, dans un immeuble chic du 7e arrondissement, le 6 décembre 1893. Un médecin rentre chez lui après sa journée de consultation à l'hôpital Cochin. Son valet l'informe qu'une veuve, tout habillée de noir, l'attend devant sa porte d'entrée et désire le voir. Il l'invite à rentrer dans son cabinet. Il s'aperçoit vite que cette femme n'est pas dans son état normal. Elle lui reproche de l'avoir ruinée après qu'elle ait été admise et hypnotisée à l'hôpital de la Salpêtrière et lui demande 50 francs de dédommagement. Le psychiatre refuse poliment et lui propose une prise en charge pour l'aider dans ses troubles. La femme s'agace, dégaine un revolver et tire 3 fois. Touché à la tête, le neurologue s'effondre inanimé au sol. Ce médecin, c'est Gilles de La Tourette. Né en 1857 dans un village de la Vienne, Georges Albert Édouard Brutus Gilles de La Tourette appartient à une famille aisée de marchands et de médecins. Très intelligent, il débute ses études de médecine à 16 ans seulement à l'université de Poitiers. Son diplôme en poche, en 1881, il monte à Paris et devient 3 ans plus tard médecin au sein du prestigieux service du professeur Charcot à la Salpêtrière. Il voue un véritable culte au maître neurologue et poursuit avec lui ses études sur l'hystérie. On rapporte à l'époque à peu près tous les symptômes neurologiques ou psychiatriques à l'hystérie. Son job consiste grossièrement à faire le ménage là-dedans, à identifier des maladies et les distinguer de l'hystérie. C'est ainsi qu'on le retrouve sur le tableau d'André Brouillet, une leçon clinique à la Salpêtrière, qui représente les leçons de Jean-Martin Charcot qu'il donne régulièrement chez lui ou à l'hôpital, et qui rassemble, au-delà des médecins éclairés, bon nombre d'aristocrates parisiens. Au cours de ces leçons, Charcot et ses collègues donnent en spectacle des femmes hystériques dont ils reproduisent les symptômes grâce à l'hypnose. Le rôle de Gilles de La Tourette est de préparer les malades avant les représentations. Gilles de La Tourette se passionnera pour l'hystérie et écrira plusieurs livres sur le sujet dans lesquels il rapportera principalement les idées de Charcot. En parallèle, il étudie plusieurs phénomènes dont une curieuse maladie à laquelle il donnera son nom, le syndrome de Gilles de La Tourette. C'est en 1885 qu'il décrit pour la première fois ce trouble au travers de 9 cas cliniques rapportés dans un article des archives de neurologie. La majorité de ces cas lui ont été rapportés. C'est le cas par exemple du trouble de la marquise de Dampierre, qui a été décrit 60 ans plus tôt par l'aliéniste Itard, l'un des pères de la psychiatrie française. Les premiers symptômes commencèrent à apparaître alors que la marquise est âgée de 7 ans à peine. Alors qu'elle écrivait, sa main était prise par moments de brusques secousses qui la forçaient à arrêter son activité. Leurs proches rapportent. On ne vit d'abord en cela que de petits tours de vivacité ou d'espièglerie, qui, se répétant de plus en plus, devinrent des sujets de réprimande et de punition. Mais bientôt, on acquit la certitude que ces mouvements étaient involontaires. Le trouble s'aggrava progressivement, ces tics, comme on peut les appeler, touchèrent bientôt le visage, le cou, les épaules et les bras. Quelques mois plus tard, un curieux phénomène fit son apparition. La petite fille commençait à grogner, à faire des cris bizarres et bientôt, toujours sans qu'elle puisse le contrôler, de grossiers jurions comme merde et foutu cochon. Elle qui avait été si bien élevée. Elle fut envoyée 1 an en Suisse, où une cure de bain de petit lait permit une amélioration notable. Ah, le petit lait. Malheureusement, ce fut de courte durée. Les tics moteurs et verbaux recommencèrent de plus belle et la tourmentèrent jusqu'à la fin de sa vie. Cet étrange trouble est observé par plusieurs médecins français qui adressent leurs patients au brillant professeur Charcot. Aucun ne souffre de retard mental et personne ne semble vraiment pouvoir contrôler ces secousses musculaires ou vocales, très handicapantes et terriblement gênantes en public. C'est ainsi qu'un greffier du Havre avait dû stopper toute activité. Proférer des injures en public avait plutôt mauvais effet. Un adolescent que Gilles de La Tourette voyait en consultation à la Pitié était obligé de venir à pied de l'autre bout de Paris après avoir provoqué un véritable scandale dans un tramway. Ces manifestations n'obéissent pas à la volonté des patients. S'ils peuvent les contrôler pendant un temps, au prix d'une attention considérable, dès que leur effort se relâche, ça repart de plus belle, encore plus intensément. Ces symptômes semblent débuter à chaque fois vers 7 ou 8 ans, souvent par des tics moteurs simples comme des grimaces, avant de s'aggraver progressivement pour aboutir à une véritable coprolalie, le nom scientifique qui décrit le fait de proférer des injures grossières. Notons que foutu cochon peut être considéré comme une injure grossière. La plupart des traitements administrés alors à la Salpêtrière, comme par exemple les cures d'électricité statique, sont inefficaces. Forcément, c'est pas dans du petit lait. Les médecins parisiens notent cependant que ce curieux trouble s'estompe parfois avec le temps. Il ne persiste que de minimes manifestations chez certains patients devenus adultes. Ce trouble, que le médecin nommera maladie des tics, semble présente partout dans le monde.
Dans son article originel, le médecin parisien s'attache en effet à décrire des cas américains, et même asiatiques. Sous l'influence de Charcot, ce syndrome prendra rapidement le nom de Gilles de la Tourette. On voit bien que ce n'est pas Gilles de la Tourette qui a décrit les premiers cas. Il a été précédé pour ça de près de 60 ans par Itard. Mais c'est lui qui a su articuler, mettre en relation les différents symptômes pour décrire un syndrome cohérent. C'est lui qui a compris que les symptômes hétérogènes de ses patients, comme les tics ou la coprolalie, appartenaient en fait à un même trouble. Dans les années qui suivirent, Gilles de la Tourette continua à explorer ce trouble. Il remarqua que ses patients étaient plus sujets aux troubles anxieux comme les phobies, ainsi qu'aux TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Il croit alors que ce syndrome est d'origine purement psychiatrique et résulte d'un choc émotionnel. Ce point de vue sera repris par la psychanalyse. Le point de vue psychanalytique prévaudra jusque dans les années 1920. À ce moment-là, la question de l'organicité, c'est-à-dire d'une origine lésionnelle du trouble, une lésion du cerveau, est mise en évidence par une augmentation massive de patients souffrant de tics après une épidémie d'encéphalite, c'est-à-dire une infection du cerveau. Le syndrome de Gilles de la Tourette intéresse un peu la communauté scientifique et médicale pendant la première moitié du XXe siècle. Seulement 50 cas ont été décrits entre 1885 et 1965. Ce n'est qu'en 1978, avec la publication du Dr Shapiro et sa description de plus de 400 cas, que le syndrome de Gilles de la Tourette revint sur le devant de la scène. Shapiro fut aussi à l'origine d'une révolution théorique et thérapeutique en administrant avec succès un nouveau traitement à ses patients, l'allopéridol. L'allopéridol, commercialisé en France sous le nom d'Aldol, appartient à la classe des neuroleptiques, littéralement qui détruit les nerfs. La découverte de cette classe thérapeutique a révolutionné la psychiatrie dans les années 1950. Pour la première fois, les psychiatres avaient un moyen pharmacologique d'apaiser leurs patients psychotiques, c'est-à-dire globalement des patients délirants. Il n'est pas du tout question de schizophrénie ou de psychose dans le syndrome de Gilles de la Tourette. Mais pour comprendre comment fonctionne l'aldol et comment il peut aider les patients, il nous faut plonger au cœur de notre cerveau. Les neurones dans notre cerveau ne sont pas égaux et ne sont pas disposés de façon aléatoire. Certains sont placés au niveau du cortex, la couche la plus superficielle du cerveau, qui est responsable de son aspect plissé. D'autres neurones sont regroupés en profondeur, au sein de gros amas qu'on appelle les noyaux gris centraux, par exemple le striatum ou le thalamus. D'autres neurones encore se situent encore plus bas, dans une structure à la base de notre cerveau qui le relie à la moelle épinière, qu'on appelle le tronc cérébral. Les origines cérébrales du mouvement peuvent être très complexes. On va tâcher de vous en présenter une version simplifiée. Le cortex cérébral est bien organisé. Chaque région est spécialisée dans une tâche donnée. Le cortex, situé à l'arrière du cerveau par exemple, est spécialisé dans la vision. Celui situé à l'avant, qu'on appelle le cortex frontal ou préfrontal, dans les fonctions cognitives complexes. Au centre, une région corticale est spécialisée dans les mouvements musculaires, on l'appelle donc le cortex moteur. De façon simpliste, un mouvement débute par un ordre nerveux qui prend sa source dans le cortex moteur, qui transite dans la moelle épinière, puis les nerfs, pour être finalement transmis aux muscles correspondants qui, en se contractant, font le mouvement désiré. La réalité est plus complexe que ça. En effet, les mouvements sont finement régulés. Entre l'idée inconsciente du mouvement et sa réalisation, il se passe tout un tas d'étapes dont certaines font intervenir les noyaux gris centraux. Ces derniers, et en particulier le striatum, reçoivent des informations corticales, c'est-à-dire provenant du cortex, et sont chargés de les analyser et de les soumettre au thalamus, puis au cortex frontal. Le rôle des noyaux gris centraux est de valider, ou pas, la réalisation d'un mouvement encodé au sein du cortex. Au sein de ce circuit neuronal, le striatum joue le rôle d'interrupteur. C'est à son niveau qu'un mouvement peut être inhibé ou favorisé. C'est à ce niveau que se projettent des neurones provenant du tronc cérébral. Ils communiquent avec les neurones voisins grâce à une molécule bien particulière, la dopamine, qui joue au niveau du striatum un rôle capital. Elle est comme le doigt qui appuie sur l'interrupteur du mouvement. C'est elle qui décide. La dopamine, vous en avez peut-être déjà entendu parler au travers d'une autre pathologie bien connue, la maladie de Parkinson. Au cours de celle-ci, la mort progressive des neurones à dopamine entraîne une raréfaction des mouvements et une sorte de statification des malades. L'absence de dopamine met le striatum en position off. Au contraire, dans le syndrome Gilles de la Tourette, c'est l'inverse qui se produit. Il existe un surplus de dopamine au niveau du striatum qui le bloque en position on. Le filtre à mouvement n'existe plus, ce qui aboutit à un surplus de mouvement involontaire, les tics. L'aldol étant un bloqueur de dopamine, comme tous les neuroleptiques, on comprend mieux son action thérapeutique. Le syndrome Gilles de la Tourette peut donc se voir comme un trop-plein de mouvement, qui trouve sa source au sein d'un surplus de dopamine qui neutralise le filtre qu'est le striatum. Mais d'où proviennent ces anomalies?
On suspecte depuis très longtemps une héritabilité du syndrome de Gilles de la Tourette. Le risque d'en souffrir est en effet très élevé si l'un de vos parents en est atteint. Cependant, peu d'études génétiques ont été concluantes là-dessus. Il existerait de très nombreux gènes impliqués. Certaines études récentes avancent plus de 400 gènes. Chaque gène, chaque mutation ont peu de poids, mais additionnées, elles pourraient aboutir à la pathologie. La plupart de ces gènes sont impliqués dans le développement cérébral au cours de la vie fœtale et de l'enfance. Le cerveau est d'une complexité telle que 9 mois de gestation ne sont pas suffisants à sa formation complète. En réalité, le cerveau sera le siège d'intenses remaniements jusqu'à 20-25 ans. De nombreux facteurs influencent donc le développement cérébral. On peut les regrouper dans deux grandes cases. D'une part, les facteurs génétiques, dont nous venons de parler, et les facteurs environnementaux. Les troubles dits neurodéveloppementaux, comme le syndrome de Gilles de la Tourette ou les troubles du spectre autistique par exemple, résultent toujours d'une intrication entre ces deux grandes causes. C'est la théorie des 2 hits. Il existe chez certains d'entre nous des prédispositions génétiques à certaines pathologies psychiatriques. Mais elles se développent qu'avec la présence d'une agression extérieure, le 2e hit. Dans le cas du syndrome Gilles de la Tourette, cette agression extérieure peut être une infection pendant la grossesse, un tabagisme chez la mère, ou des antécédents de maladies auto-immunes. Une hypothèse, qui reste cependant controversée, avance que certains syndromes pourraient être secondaires à une infection au streptocoque dans l'enfance. C'est la bactérie responsable de certaines angines. Cette infection pourrait être responsable d'une réaction auto-immune de notre organisme à l'origine de symptômes psychiatriques ressemblant au syndrome de Gilles de la Tourette. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie vers l'article de blog en description. Gilles de la Tourette soignait ses patients selon les théories et pratiques de son époque. C'est ainsi qu'il a prescrit des cures d'électricité statique à certains de ses patients. Heureusement, la prise en charge a bien évolué aujourd'hui. Elle se base sur 3 grands piliers. Nous en avons déjà parlé, les neuroleptiques peuvent être efficaces en bloquant la dopamine en excès. Mais ils ne représentent pas forcément la première étape du traitement. Dans la plupart des cas, une simple psychothérapie dont le but est d'apprendre à contrôler ces tics est suffisante. On ne passera aux médicaments que dans les cas où les tics sont très sévères ou la psychothérapie inefficace. En dernier recours, on peut même utiliser des techniques de stimulation cérébrale profonde. On implante alors des électrodes dans le cerveau des patients pour activer ou inhiber certaines régions responsables de la genèse des tics. On se doute bien que cette approche très invasive n'est pas proposée partout ni pour tous les patients, et reste réservée aux malades les plus sévères. Malgré tout, Gilles de la Tourette décrit dans ses premières observations de nombreuses améliorations. Ce n'est pas l'effet de ces traitements. Et c'est un motif d'espoir pour les enfants atteints de ce syndrome, et pour les parents. En effet, dans la plupart des cas, le syndrome Gilles de la Tourette disparaîtra de lui-même au cours de l'adolescence. On estime même que seulement 15% des syndromes persisteront à l'âge adulte. On peut voir là l'effet de la maturation cérébrale et des changements majeurs qui s'opèrent dans le cerveau des adolescents et d'un apprentissage continu des enfants à contrôler leurs tics. Devenus adultes, ils excellent dans ce domaine et arrivent à masquer le symptôme. Mais revenons en 1893. Une année difficile pour Gilles de la Tourette qui perd coup sur coup son fils, victime d'une méningite, et son mentor Charcot, foudroyé par une crise cardiaque. Le voilà désormais gisant dans une mare de sang dans son bureau, après que 3 balles lui aient traversé l'organisme, tirées par l'une de ses anciennes patientes. Fort heureusement, les balles ne furent qu'effleurer la tête du pauvre médecin, qui s'en tira sans séquelles. La coupable, Rose Camper, après avoir commis son crime, attendit calmement la police devant la porte de l'appartement. Elle fut diagnostiquée schizophrène et internée. Gilles de la Tourette poursuivit quant à lui sa brillante carrière. Grâce à ses amis et collègues haut placés, en particulier Bourneville dont nous avons déjà parlé, il fut nommé responsable médical de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Ça correspond cependant au début de son déclin. De la Tourette est de plus en plus déprimé et tente à plusieurs reprises de se suicider. Sa santé décline. Il souffrirait de neurosyphilis, une complication neurologique de l'infection sexuellement transmissible très répandue à l'époque et par ailleurs de plus en plus répandue de nos jours. Il est interné à l'abri des regards et des journalistes dans une clinique suisse. Psychotique, délirant, déprimé, sa neurosyphilis est de plus responsable de crises d'épilepsie et d'accès douloureux terribles. Il mourra entouré de sa famille en 1904. De nos jours, le syndrome de Gilles de la Tourette est le sujet d'une intense recherche. De nombreux médecins tentent de mieux comprendre ce trouble, de mieux le caractériser, pour mieux le traiter. De nombreuses hypothèses existent, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers des articles de blog en description.